Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous pour cette matinée consacrée à l'imprévoyance. Alors nous allons voir ce qu'est la prévoyance, qui est couvert aujourd'hui en France et qui ne l'est pas. Quels sont les grands enjeux à la fois sociaux et financiers du manque de prévoyance. Et puis, avec nos intervenants experts, nous essaierons de trouver des solutions pour améliorer les conditions d'accessibilité au droit à la prévoyance et pour réduire le risque que ça représente à la fois au niveau individuel et au niveau de la société. Alors pour commencer, je me tourne vers Catherine Touvray. Bonjour Catherine. Bonjour Cécile. Catherine, vous êtes directrice générale d'Harmonie Mutuelle et membre de la direction générale du groupe Vive. Alors, peut-être un mot pour commencer sur le groupe Vive, qui est encore assez récent. Oui, déjà, la première chose, effectivement, c'était un groupe jeune, mais qui a une histoire ancienne. Il a été créé par des mutuelles, principalement la mutuelle MGEN, Harmonie Mutuelle, la MGFI, la MNT notamment. Et donc, il a toute cette histoire. Donc, nous sommes 45 000 salariés, 20 000 bénévoles qui sont engagés chaque jour sur les territoires. Ce rapprochement, c'était il y a combien de temps exactement ? 2017. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'organiser cette rencontre de ce matin ? Mais nous avons à la fois une motivation et deux objectifs. La motivation, elle est liée à l'environnement dans lequel nous sommes, la fracture sociale qui s'accroît et qui préoccupe nombre de décideurs ou de citoyens, et nous en faisons partie. Donc, dans ce contexte, la prévoyance, c'est la prise en charge des accidents de la vie. Et chacun sait qu'un accident de la vie, ça peut contribuer à mettre une famille en situation non seulement émotionnelle difficile, voire très difficile, mais également en situation financière dramatique. Et donc, non seulement la famille, les enfants qui ne peuvent plus poursuivre d'études après un décès ou ce genre de choses. Donc voilà, nous, notre projet, c'est de ne pas justement contribuer à cette fracture sociale en laissant les individus seuls face à ces risques de la vie. Et puis les objectifs que nous avons, c'est faire connaître, évidemment, d'où cette idée d'imprévoyance, faire connaître le coût, faire connaître les enjeux, réduire les angles morts pour que ça soit un sujet de débat. Et puis la deuxième motivation, le deuxième objectif, c'est celui de régler un paradoxe qui est que c'est probablement les situations les plus émotionnelles qu'on connaisse en termes d'assurance, et en même temps 40% des Français ne se sentent pas concernés. Et donc voilà, on sait pourquoi, c'est très émotionnel, il y a des biais cognitifs, mais donc en parler, le mettre sur la table, c'est une façon d'accompagner cette prise de conscience. Passer de la prévoyance à l'imprévoyance, comment est-ce que ça c'est apparu ? Mais c'est vraiment cette idée de retourner le sujet et de le regarder par un autre angle. Le sujet n'est pas nouveau, il y a toujours eu des naissances, des décès, des arrêts de travail, des situations de dépendance dans notre pays et dans nos entourages. Et pour autant, cette situation paradoxale que j'évoquais de faible conscience individuelle, nous a amené à nous demander comment changer d'angle pour justement obtenir les deux objectifs que j'évoquais à l'instant. Merci beaucoup Catherine. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure en clôture de cette rencontre. Et puis nous allons tout de suite analyser en détail justement ce que c'est que l'imprévoyance et ses conséquences. Merci. Alors pour parler de l'imprévoyance et de ses conséquences, j'accueille maintenant François-Xavier Albuy. Vous êtes économiste. Bonjour. Bonjour. En amont, on va parler de vos travaux sur l'imprévoyance et ses conséquences. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par une question très concrète. Qu'est-ce que la prévoyance ? Ce n'est pas toujours une notion très claire. Est-ce que vous pouvez nous la définir ? Oui, alors c'est pas une notion claire. Déjà, ça c'est un signe. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas clair pour personne. En gros, la prévoyance, c'est la faculté de prévoir, donc d'être prévoyant, de prévoir les événements de la vie. Et dans l'assurance, c'est une branche d'assurance qui couvre contre les aléas de la vie, les décès, les accidents, les maladies, etc. Par principe, tout ce qui est imprévisible. Et c'est ça la prévoyance. Mais force est de constater que, d'une part, c'est une garantie qui est un peu oubliée, parce qu'elle est
incluses dans les garanties collectives. Par exemple, tout le monde est au courant de qui est son assureur santé, sa mutuelle santé. Personne ne connaît sa prévoyance. Alors que la prévoyance est beaucoup plus utile que la mutuelle santé, dans des proportions considérables. Mais voilà, l'usage est fait. Et deuxièmement, ça correspond à une histoire du droit, de l'évolution des relations sociales en France collective qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Donc c'est le parent pauvre de la protection sociale, alors que son rôle est absolument essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est couvert, beaucoup de gens ne le sont pas. Est-ce qu'on peut définir des catégories de la population française qui sont couverts ou non couverts par la prévoyance ? Eh bien, en fait, justement, comme on ne s'en est pas tellement occupé, vous avez bien vu que dans le dialogue social dans les dernières années, on s'est surtout intéressé aux retraites, bien évidemment, et aujourd'hui à la santé, bien évidemment, mais finalement pas trop à ces garanties de prévoyance. Donc, comme on ne s'en est pas trop occupé, ben oui, il y a des situations qui sont très différentes d'une catégorie sociale à l'autre. Il y a des catégories bien protégées, les cadres supérieurs ont des contrats de prévoyance tout à fait honorables et sympathiques. D'autres catégories sociales sont moins bien protégées. Il y a des phénomènes bizarres. Par exemple, les fonctionnaires sont pas... on peut penser a priori qu'un fonctionnaire est très bien protégé. Ben non, un fonctionnaire qui, par malheur pour lui, aurait un accident en début de carrière, touchera des indemnités de carrière jusqu'à la date de sa retraite, et au moment de la retraite ne touchera que sur la base des années pour lesquelles il a travaillé, donc finalement n'aura pas de retraite. Enfin, il y a des professions qui sont très naturellement découvertes, les TNS, les professions libérales, certaines professions libérales, etc., qui ont à la fois des problèmes pour trouver des garanties, mais aussi pour les financer, donc qui ont des problèmes. Donc il y a un paysage qui est très contrasté de couverture. On peut avoir une idée de la part de la population française qui est couverte ou qui n'est pas couverte ? On considère en gros que le salariat est couvert, mais pas toujours dans des bonnes conditions, et que le reste de la population ne l'est pas. Puis voilà, comme ça, on peut le voir comme ça. Nous, ce qu'on a fait avec une méthodologie qui nous est propre, c'est qu'on a chiffré le montant de l'imprévoyance, c'est-à-dire le nombre de gens qui ne sont pas couverts et les montants pour lesquels ils ne sont pas couverts. C'est-à-dire, on peut être couvert pour un truc, puis pas pour l'autre, etc. Et on arrive quand même à 12 milliards d'euros. C'est pas une petite somme pour un marché global de la prévoyance qui est de l'ordre de 30 milliards. Donc, vous voyez, la France est imprévoyante à hauteur d'un tiers, on pourrait dire. Alors justement, vous avez calculé dans ce que vous avez appelé l'observatoire de l'imprévoyance, à la fois les coûts et les effets. Quelle a été la méthodologie que vous avez adoptée et comment est-ce que vous avez... extrêmement complexe avec des régressions d'équations différentielles stochastiques. Non, la méthodologie est simple. On a regardé catégorie par catégorie quelles étaient les couvertures garanties par les contrats collectifs et quelles étaient l'absence de couverture. Et on a regardé ça pour tous les risques. Donc on a regardé le décès, alors combien touchent les familles en cas de décès d'un chef de famille, suivant les contrats et les couvertures. Et on a rapproché ça du meilleur. Pas du meilleur contrat, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais de la protection, la meilleure, de bonne qualité, une protection de bonne qualité, et on a multiplié ça par le nombre d'événements qui arrivent tous les ans, et on est arrivé aux 12 milliards que vous évoquiez. Oui. Alors, ça, c'est les coûts directs. Ça, ce sont les coûts directs. Mais les conséquences, c'est 10 fois cette somme. C'est beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans ces conséquences ? Dans les conséquences, c'est simple. Vous avez une famille, le chef de famille décède. Les enfants ne peuvent pas faire d'études. Donc, soit ils sont dans un système de couverture de prévoyance qui leur permet de faire des études, soit ils ne peuvent pas. Et le coût de ne pas avoir fait d'études, c'est dans les coûts indirects de cette imprévoyance. C'est-à-dire, voilà. Si on retourne le sujet, enfin la situation, les calculs, si on retourne le calcul, est-ce qu'on peut avoir une idée à titre individuel combien coûte pour une personne ? Oui, on peut. Mais avant d'en faire... Est-ce que ça représente ? Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça coûte ? C'est tout cet argent, ces 12 milliards, de toute manière, c'est de l'argent qui n'a pas été versé au secteur médico-social qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes, des handicaps, etc. Enfin, de tout le secteur de l'assistance. Donc, c'est 12 milliards qui manquent à cet endroit-là. Donc, évidemment, il y a une dimension individuelle, mais il y a une dimension collective. Le retard dans
dans certains domaines du handicap, de l'autisme, etc., de la France par rapport à d'autres pays, s'explique peut-être aussi en partie parce que les garanties de prévoyance sont trop légères en France. Si on compare à d'autres pays, oui. c'est ça. Après, si on regarde, Après, si on regarde un salaire, pour un salarié, un contrat de prévoyance annuel, c'est de l'ordre de 600 €. Déjà, c'est incompréhensible. Si vous regardez votre fiche de paye, vous n'allez pas comprendre combien vous allez cotiser, parce que c'est en pourcentage de la trancha, du ceci, du cela. Donc, de toute manière, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas visualiser, parce qu'on fait tout pour qu'ils ne puissent pas le visualiser. Et nous, ce qu'on propose, mais en mutualisant à l'extrême, sur l'ensemble de la population, c'est de rajouter 200 € à peu près, au grand maximum. C'est quelques dizaines d'euros par mois. 200 €, c'est même un peu excessif. Et en incluant les garanties de dépendance, donc d'aide aux aidants et de prise en charge de la dépendance. Donc, c'est des sommes qui sont finalement, par rapport aux enjeux, assez ridicules. Il faut bien voir que c'est la seule manière collective de nous couvrir. C'est-à-dire que l'erreur commune est de considérer, finalement, c'est des risques graves, c'est les risques de la vie, je le sais, je peux avoir un enfant qui a un accident et qui reste handicapé à vie, et c'est des coûts qui sont faramineux, parce que c'est des coûts qui continueront peut-être après mon décès, quand il sera à la retraite. Donc c'est des coûts qui ruinent une famille. Donc il y a toujours cette idée de dire, tiens, je vais épargner je vais épargner, et puis ça serait une épargne de précaution, et puis s'il y a un pépin, je liquide mon épargne, et voilà. Mais c'est des sommes que la majorité des Français ne peuvent pas atteindre en épargne liquide. C'est des sommes qui sont absolument considérables. Donc la seule manière d'arriver à se protéger, c'est la mutualisation. Donc soit c'est la sécurité sociale, pour une part, qui fait le premier étage et qui le fait bien, et après un étage de protection sociale, d'assurance sociale, qui est indispensable. En guise de conclusion, si on doit vraiment aller à votre opinion, est-ce que vous pouvez... Comment qualifier? On a le sentiment quand même d'être très protégé en France, oui. Mais en fait, le constat que vous faites aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas protégé. C'est relatif. On a ce sentiment en France d'être dans un pays surprotégé. Et en fait, sur des risques de base, de très faible probabilité, mais de conséquences énormes, on n'est pas très très bien protégé. Ça mérite, on mériterait de l'être un peu mieux. Mais, et alors, on a à côté de ça une épargne, on est un pays qui avec un taux d'épargne important, et cette épargne, surtout en ce moment, avec la Covid, etc., elle est d'autant plus importante. Et cette épargne est finalement une épargne sur laquelle on est très attaché à la liquidité, à cause peut-être inconsciemment de ce manque de protection, de manque de disponibilité de la protection. Alors qu'en fait, on ferait mieux d'être très bien couvert sur les risques de prévoyance, et d'en profiter pour consacrer une part de son épargne à des investissements un peu plus risqués, un peu plus dynamiques, un peu plus dangereux, entre guillemets, parce qu'on est rassuré sur l'épargne. Et évidemment, ça serait mieux pour l'économie en général. Enfin, ça serait quand même assez sympathique. Donc, il y a des possibilités finalement de croissance, d'économie, d'accord, de croissance et de gains indirects, plus des possibilités de rentabilité de l'épargne, en particulier de l'épargne locale, etc., de l'investissement dans des entreprises locales, qui font que insister sur le développement de la prévoyance est un truc assez intelligent. À double effet. Et est un combat formidable pour des mutuelles. Enfin, est un sujet absolument formidable pour des mutuelles dans le monde qui vient. C'est une bonne manière de penser la mutualisation dans le monde qui vient, je crois. Merci beaucoup François-Xavier. C'est moi qui vous remercie. Cette présentation. Vous pouvez retrouver les résultats complets de l'Observatoire de l'imprévoyance à l'adresse indiquée sur votre écran. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une minute pour un premier regard croisé sur cet observatoire. Je reçois maintenant deux personnalités pour un premier regard croisé sur les conséquences de l'imprévoyance. Alors, à mes côtés, Arnaud Schneeweis, vous êtes médiateur de l'assurance. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et à distance, Pierre-Charles Pradier, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Est-ce que vous nous captez ?
Oui, bonjour. Bonjour Pierre-Charles. Alors, pour commencer, une première réaction sur cet observatoire. Vous avez écouté François-Xavier Albouy. Alors, Arnaud Schneeweiss, qu'est-ce que ça vous a fait penser? Bien sûr, les propos de François-Xavier sont très pertinents. Tout particulièrement pour un ménage modeste, il est très important d'être bien protégé parce que voilà, c'est pour les ménages les plus modestes que les conséquences d'un manque de couverture vont être catastrophiques, une sorte de catastrophe individuelle. Alors les gens à tort parfois pensent être protégés. L'État a une telle importance dans notre société, le poids de la dépense publique est tel, on se dit il n'y a pas à se soucier pour notre le risque de dépendance ou le risque d'avoir des sommes suffisantes pour l'éducation des enfants, donc la rente éducation, on se dit il n'y a pas de problème, l'État sera là quoi qu'il arrive. En pratique, l'État n'est pas toujours là. Donc particulièrement pour un ménage modeste, c'est d'autant plus important d'être bien couvert. Pierre-Charles, une réaction, vous aussi, sur cet observatoire? Ouais, vous me croyez si je vous dis qu'en fait, François-Xavier a répondu à une question qu'on se posait, enfin plus précisément que je posais à Arnaud. C'est-à-dire que dans nos correspondances qui sont un peu irrégulières de ma faute, je me demandais comment est-ce qu'on mesure l'écart à la perfection des systèmes de protection sociale. Comment est-ce qu'on mesure ce qui reste à faire? Et alors, il y a une méthode absurde qui consiste à compter tous les risques qui ne sont pas couverts. Ça s'appelle un inventaire à la Prévert en français, mais c'est plutôt de la poésie qu'une approche constructive du problème. Et puis il y a une méthode qui consiste à regarder tous les gens qui vont pas bien et qui ont eu des problèmes dans leur vie. Mais ça, c'est pas productif non plus, parce que si on ouvre un guichet pour tous les gens qui ont des problèmes, il faut un budget illimité et on ne sait pas ce qu'on fait. En fait, si on veut mesurer l'écart à la perfection des systèmes de protection sociale, ou si on veut mesurer la performance, en gros, des systèmes de protection sociale, il faut à la fois des catégories, des concepts, des idées générales, et puis il faut des méthodes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a les deux. Alors, on a une catégorie qui est cette catégorie prévoyance-imprévoyance. En gros, comment est-ce qu'on produit un revenu de substitution pour que les gens puissent garder leur niveau de vie face aux accidents de la vie? Ça, c'est le concept. Et puis, la méthode, ça consiste à voir combien ça coûte, sachant que les coûts de gestion sont absolument minimes quand c'est fait de manière intelligente. Et donc là, François-Xavier, il nous offre une méthode qui nous permet de dire ce qui manque pour pouvoir couvrir toute la société française en prévoyance, c'est de l'ordre de 11 milliards. Et donc, on peut se mesurer à d'autres pays en voyant combien ça coûterait dans d'autres pays. Et on sait ce qui manque pour couvrir une somme de problèmes individuels qu'on n'arrive pas à mesurer autrement que comme des drames individuels, comme vient de l'expliquer Arnaud. Voilà, donc une méthode et un chiffre pour répondre à une question, moi je trouve ça super. Ça n'avait pas été fait avant, parce que la prévoyance, c'est aussi le résultat d'une histoire. Alors, comment est-ce que, si on se replace, je sais que vous aimez bien l'histoire, si on prend un peu de recul historique, comment est-ce que vous nous expliquez ça? Alors, d'abord, il y a un problème politique dans la question historique qui est mesurer l'écart à la perfection des systèmes de sécurité sociale. Ce serait une espèce de manière de dire que les systèmes de sécurité sociale ne sont pas satisfaisants. Alors, en fait, c'est critiquer le modèle social français. Et alors, critiquer le modèle social français, c'est pas bien quand on est un Français vis-à-vis des autres, parce que ça voudrait dire que notre système de sécurité sociale, il est moins bien que ceux des autres. Donc, soit on est du côté de ceux qui crachent dans la soupe, soit on est du côté des vilains qui veulent démanteler la protection sociale. En fait, on le voit bien justement dans l'exemple qui nous est proposé par François-Xavier. L'intérêt de critiquer, c'est de donner la solution, donner la réponse à la critique et de chiffrer le coût et d'avoir la méthode pour savoir comment est-ce que ça va être pris en charge. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant dans un modèle social, c'est pas qu'il soit parfait. C'est pas qu'il soit parfait à un moment donné. C'est qu'il soit parfait dans sa volonté de se perfectionner, parce qu'il trouve ses propres limites et il trouve des solutions. Après, du point de vue strictement historique, qui est celui de l'histoire de la mutualité, puisque les différents intervenants ont soulevé justement les origines mutualistes de la prévoyance, la limite de la prévoyance pendant très longtemps, ça a été que la mutualité a été rebelle à l'actuariat dans son histoire ancienne, c'est-à-dire dans l'histoire médiévale et moderne de la mutualité. Il y a qu'on se met ensemble parce que la force de l'affectio societatis, c'est ce qui nous tient ensemble, et du coup, on prend en charge
les dépenses de ceux qui ne peuvent pas payer, parce que quand un des amis décède, on prend en charge les frais des obsèques. Mais cette approche de la sympathie et de l'affectio societatis, elle ne permet pas de prendre en charge des choses qui sont extrêmement coûteuses dans le long terme, comme des rentes viagères. Et donc, la nouveauté de l'approche, c'est que la mutualité ayant accepté l'actuariat depuis le début du XXe siècle, on peut faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Voilà. En tant qu'économiste, quelle piste est-ce que vous voyez aujourd'hui pour tenter de réduire tous les trous dans la raquette qu'on a identifiés tout à l'heure? Alors, en fait, en tant qu'économiste, l'idée habituelle des économistes, c'est de se dire que s'il y a un besoin, il doit y avoir, ça doit pouvoir s'exprimer sur un marché. Il y a des gens qui vont offrir des biens ou des services correspondant aux besoins, et puis le marché va tarifer, et puis on va trouver un équilibre entre l'offre et la demande. Seulement, on sait que pour ce genre de risque, ça marche pas très bien. Il y a souvent des échecs de marché parce qu'il y a des mauvais risques. Alors les mauvais risques, ça peut être parce qu'ils fument, ils boivent, ils conduisent mal, ils sont pas gentils avec leurs voisins, et donc tant pis pour eux. Mais les mauvais risques, ça peut aussi être parce qu'ils ont tiré le mauvais numéro, ils sont diabétiques, ils ont une sclérose en plaques, et du coup, évidemment, ils supportent un risque, et ils ont des coûts d'assurance de leur risque qui sont plus élevés, même beaucoup plus élevés, et qui de ce fait peuvent paraître injustes. Bon, alors il y a un problème de justice, mais au-delà du problème de justice, vous vous rendez compte que si vous essayez simplement de tarifer le prix exact du risque, les bons risques vont pouvoir s'assurer, ils sont en général très peu nombreux, et la mutualité qu'ils vont constituer, elle a des mauvaises propriétés statistiques, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir de la variance dessus, et les compagnies d'assurance qui vont assurer les très peu de bons risques, elles vont non seulement pas gagner d'argent, mais elles risquent de faire faillite. Voilà. Et donc, en fait, la solution qui est à la fois juste et efficace, je tiens à dire que c'est non seulement juste, mais aussi efficace économiquement, c'est de rendre l'assurance obligatoire quand il y a des très grands écarts de risque entre les assurés. Alors, rendre l'assurance obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on est en Union soviétique et que tout le monde va aller au Gostrahovanie et être tarifé de la même manière. Non, ça veut simplement dire qu'il y a une obligation d'assurance, que l'État peut prendre en charge, ou qu'un système collectif peut prendre en charge un socle, mais qu'ensuite, on peut tout à fait organiser la concurrence dans la prise en charge de l'essentiel du risque, comme c'est le cas, par exemple, avec les mutuelles d'assurance complémentaire. Ça permet à la fois d'être efficace dans la prise en charge de tout le monde, et efficace dans le coût auquel on prend en charge tout le monde grâce à la concurrence. Merci beaucoup pour ces pistes. Je pense qu'on reviendra largement dessus pendant le débat tout à l'heure. Ces pistes inspirent le médiateur que vous êtes ? Alors, en tout cas, avec d'anciennes casquettes, peut-être pas celles de médiateur, mais des casquettes précédentes, je partage ce que dit Pierre-Charles par exemple sur l'assurance dépendance, le volontariat, l'assurance souscrite sur une base volontaire. On voit bien que ça concerne extrêmement peu de monde, parce qu'extrêmement peu de monde se sent concerné par le sujet. Et donc, si on veut vraiment généraliser l'assurance dépendance, la piste d'une assurance obligatoire ou quasi obligatoire, adossée en fait à la cotisation sur les complémentaires santé, me paraît la meilleure. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, je reviens à la casquette du médiateur. Dans la situation de marché actuelle, est-ce que vous voyez beaucoup de dossiers arriver sur votre bureau liés à la prévoyance, et quel type de dossier est-ce que c'est ? Alors nous, on reçoit 18 000 saisines par an, en forte progression, puisque là, on est en progression de 24% sur un an. Les dossiers prévoyance représentent 30% de ces 18 000 saisines. Ça va souvent concerner l'assurance emprunteur ou une garantie accident de la vie, puis aussi des débats sur les frais de santé, est-ce qu'ils ont été correctement remboursés. Alors on a une grille de lecture par rapport à ces problèmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit concrètement. Parfois on voit des clauses abusives. Je ne dis pas que c'est souvent, mais on en voit quelques dizaines par an. Donc ça c'est très choquant. Une clause abusive, c'est un déséquilibre significatif dans la relation. Donc pour vous donner un exemple en assurance dépendance, j'ai vu 2 fois l'assureur qui dit je vous verserai la rente dépendance quand le dossier sera complet. Ben non, c'est pas. Il faut quelque chose d'objectif. C'est pas quand l'assureur souverainement estime que le dossier est complet, qu'il a suffisamment les pièces administratives. C'est quand un médecin
a objectivement déclaré que l'assuré était dans situation de dépendance correspondant à la définition du contrat, que la rente dépendance doit être mise en route. Donc là, on a des cas caricaturaux. Alors, ce sont des caricatures. À la médiation, nous ne voyons que les trains qui déraillent, mais où l'assureur prétendait ne pas payer en disant le dossier n'a jamais été complet. Donc, attendez, à partir du moment où un médecin a déclaré que cette personne est en état de dépendance, il faut payer la rente dépendance. Ça, c'est une clause abusive. Sinon, notre quotidien, ça va être les clauses d'exclusion floues. Donc en assurance dommage comme en assurance de personnes. En assurance dommage, pour prendre un exemple très parlant, c'est le défaut d'entretien. Je n'indemniserai pas ce qui résulte d'un défaut d'entretien de votre voiture ou de votre bateau ou de votre équipement électroménager. Chacun a sa définition de ce que c'est que le défaut d'entretien. Donc c'est soumis à interprétation, donc c'est une clause d'exclusion qu'il faut écarter. Pour donner un exemple en assurance de personnes, c'est si une clause disait j'exclurais, l'assureur disait j'exclurais ce qui résulte des séquelles de maladies antérieures. Et bon, le mot séquelles, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Bon, voilà, on a considéré que c'était flou et on a écarté la clause. Et puis, une autre catégorie qui fait notre pain quotidien, c'est les fausses déclarations. Enfin, quand l'assureur dit « vous m'avez menti en fait, sur votre état de santé, notamment en assurance emprunteur, au moment de la souscription, vous m'avez menti, vous m'avez caché certaines maladies, ou vous n'avez pas déclaré certaines situations. » Encore faut-il que, pour que ça puisse être opposé, article 113-8 du Code des assurances, fausse déclaration intentionnelle, les questions ont-elles été précises? C'est-à-dire, l'assureur ne peut pas dire vous m'avez menti s'il n'a pas posé de questions précises à l'assuré. Et parfois, donc s'il n'y a pas eu de questionnaire, la question est réglée, et puis parfois les questions elles-mêmes sont floues. Par exemple, une question sur est-ce que vous avez été hospitalisé au cours des 10 dernières années? Et un assuré avait répondu non. L'assuré dit si, vous avez eu, il y a 5 ans, de la chirurgie ambulatoire. Et l'assuré a répondu, écoutez, chirurgie ambulatoire, je n'avais pas dormi à l'hôpital, par conséquent, j'ai considéré que je n'avais pas à répondre positivement à cette question. Bon. Et on est allé dans son sens, à la médiation, parce qu'il y a aussi ce principe que le doute doit profiter à l'assuré. C'est un principe du Code de la consommation, le doute doit profiter au consommateur, donc le doute doit profiter à l'assuré pour ce qui nous concerne. Donc voilà un peu ce qu'on fait nous au quotidien à la médiation. Vous avez dit tout à l'heure, 30% de vos dossiers concernent la prévoyance. C'est proportionnellement beaucoup plus, non? Enfin, sur l'ensemble des contrats d'assurance, la prévoyance ne représente pas 30%? Ah non, pas du tout, oui. Voilà, donc il y a proportionnellement beaucoup de protestations à ce sujet, peut-être parce que l'enjeu financier peut être important, mais aussi, il y a beaucoup d'incompréhension, et là, il y a beaucoup de progrès à faire. Les gens pensent être couverts à tort. Alors, on a dit, bon, parfois, ils ne souscrivaient, mais okay, ils ont fait l'effort, parfois contraint, dans le cadre d'une assurance emprunteur, ils ont souscrit un contrat. Alors, il y a des protestations sur le thème, je ne comprends pas, la sécurité sociale reconnaît que je suis invalide, pourquoi est-ce que mon assureur considère que je ne suis pas invalide? Parce que c'est le même mot, et donc c'est un vrai problème, c'est le même mot invalidité, mais qui va recouvrir des réalités différentes. La définition de la sécurité sociale, il y a 3 catégories, et souvent l'assureur ne va considérer que quelqu'un est invalide que dans le cas extrême, quand il y a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Donc, c'est pas la même définition, mais c'est le même mot, donc c'est source de confusion. Il faudrait que les assureurs utilisent un autre vocabulaire que celui de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a des divergences entre assureurs aussi, entre les contrats? Oui, bien sûr. Vive la concurrence, et chaque contrat est particulier, et donc chaque définition peut être particulière. Donc, bien sûr, ça peut aussi être source de confusion, mais là, on ne peut pas plaider l'uniformisation du marché. Bon, ça, c'est bien que il y a une diversité d'offres et de propositions. D'autres sources de confusion, c'est l'assureur va... Souvent, les gens lisent peu leur contrat au moment de la souscription. L'assureur va dire « vous êtes couvert, mais seulement en cas d'accident, décès accidentel ou incapacité temporaire de travail due à un accident, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire un accident? Et donc là aussi, il y a des débats sur un accident, c'est quelque chose de soudain, d'imprévisible, avec une cause extérieure, non intentionnelle de la part de l'assuré. Bon. Et on a parfois des situations floues, et puis même le vocabulaire du quotidien. Quand on dit ma compagne est décédée d'un accident, d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral, oui, mais on utilise le mot accident, mais
ce n'est pas la définition de l'accident dans le contrat d'assurance. Voilà. Donc voilà, ça suscite beaucoup d'incompréhension et donc de protestation. Nous, dans 30% des cas, à la médiation, on donne raison à l'assuré. Une réaction sur ces difficultés rencontrées, Pierre-Charles Pradier Oui, c'est pas seulement pour ça, mais c'est là que son témoignage est irremplaçable. Parce que l'expérience qu'il a des problèmes, c'est évidemment les problèmes que personne d'autre que lui ne voit. On a parlé de trous dans la raquette, on a essayé de les boucher, mais même dans les trous qu'on a bouchés, il reste des minuscules interstices. Et ceux-là, ils ne sont connus que d'Arnaud et de ses équipes. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces nombreuses pistes qui seront creusées dans quelques instants, puisque nous nous retrouvons pour un débat sur les moyens d'améliorer l'accessibilité aux droits de la prévoyance. Nous voici maintenant réunis pour une table ronde où nous allons chercher les moyens d'améliorer l'accessibilité à la prévoyance. Alors, à mes côtés pour cette table ronde, Serge Brichet. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes président de la Mutualité Fonction Publique. Exactement. À vos côtés, Pascale Ernst. Pascale, vous êtes avocate en droit de la retraite et de la prévoyance. Bonjour. Bonjour Cécile. Catherine Rouchon. Bonjour Catherine, vous êtes directrice générale de Mutex, une société d'assurance spécialisée en prévoyance et épargne retraite. Bonjour. Et Benoît Serre. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes vice-président délégué de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, les directeurs des ressources humaines. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on commence par l'actualité. Nous avons traversé une crise importante, nous n'en sommes pas sortis. Est-ce que cette crise de la Covid a changé quelque chose dans notre perception de la prévoyance, dans la perception que nous avons des risques lourds? Catherine, peut-être? Moi, je veux bien partager avec vous un regard un peu assureur, qui plus assureur mutualiste. Moi, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'on a une autre vision de la Sécu, en fait, depuis cette crise du Covid. Il faut déjà penser que, on a constaté que la Sécu pouvait, sur simple décision administrative, décider d'indemniser des arrêts de travail sans que la personne ne soit ni malade ni accidentée. Ça a été le cas, par exemple, pendant le premier confinement, ou pour les gardes d'enfants, puis après, pour les personnes cas contact ou pour les personnes fragiles, elles étaient indemnisées alors qu'elles n'étaient pas proprement malades. Il faut aussi qu'on se souvienne que depuis octobre 2020, il existe maintenant un congé pour proches aidants qui permet, et on peut s'en féliciter, pour quelqu'un d'être présent auprès d'une personne, un enfant, un ascendant, qui a besoin de présence. Là aussi, la Sécu le prend en charge, alors qu'il n'y a pas, la personne indemnisée n'est pas malade. Et donc, on a une vision de la Sécu, j'allais dire, beaucoup plus universaliste, beaucoup plus large et plus prévoyante. Large, voilà, plus prévoyante. Je pense qu'on a pu l'apprécier. Et au-delà, j'allais dire, du seul aspect financier. Voilà. Et puis la deuxième chose qui a changé, c'est pour nous assureurs, on avait cette crainte de la pandémie. Mais quand on discutait de la pandémie, ça fait des années qu'on se demande une pandémie, on parlait essentiellement du risque décès. Alors c'est vrai que le risque décès, eh bien là, on le voit, à peu près 2,7 millions de décès dans le monde, 92 000 en France, donc c'est bien réel. Mais en même temps, on voit aussi une explosion des arrêts de travail. Donc on voit bien que pandémie ne rime pas seulement avec décès, augmentation du risque décès, mais aussi augmentation du risque arrêt de travail. Alors bien sûr, les arrêts de travail liés au Covid, et vous avez vu qu'on parle maintenant de Covid long. Donc ça veut dire des personnes qui vont être empêchées de travailler pendant de longues semaines. Bien sûr, on a eu moins d'arrêts de travail, grippe, gastro, tout ça, on n'a pas entendu parler. Mais il y a eu le Covid. Il y a eu tous les arrêts de travail dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient plutôt des arrêts de travail de prévention, j'allais dire. Et puis, l'explosion quand même, ça je pense que vous allez peut-être nous le confirmer, des risques psychiques. Et là, ça continue à être en augmentation, on voit de plus en plus d'arrêts de travail.
sans parler de ce qui nous attend peut-être avec les reports de soins, puisqu'en 2020, on s'est moins bien soigné, ce qui probablement veut dire que les choses vont un petit peu s'aggraver, les états de santé vont un peu s'aggraver en 2021. Donc voilà, la pandémie, c'est du décès, mais c'est aussi arrêt de travail. Il faut qu'on s'en souvienne pour anticiper et mieux se préparer. Pascal Hertz, avec un regard peut-être juridique, qu'est-ce que ça a changé ? Alors, je rebondis sur ce que dit Catherine. Effectivement, on voit que la protection sociale et les outils de la sécurité sociale ont été mobilisés très très vite sur le plan juridique par le gouvernement. Et finalement, on avait des dispositifs qui étaient tout prêts et ils se sont emparés. Alors, on pourrait considérer que c'est une sortie de route, entre guillemets. Vous voyez, même sur le plan juridique, ça pose quand même question. On a eu toute la technique des ordonnances, des décrets, ordonnances ratifiées, pas ratifiées. Enfin, il y a beaucoup de sujets juridiques. Mais au-delà de ces sujets juridiques, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit que la protection sociale a joué son rôle amortisseur dans la crise. Et au lieu de voir ça comme une sortie de route, on peut y voir finalement, et c'est tout à fait en lien avec notre débat aujourd'hui, le signal de ce que ces dispositifs ont peut-être vocation à couvrir de manière plus universelle un certain nombre de situations qui n'avaient pas été prévues au départ. Donc pour moi, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Alors après, sur le plan de la technique juridique, comment on fait ? Bon, bien sûr, ça pose des questions, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. Après, également, dans ce qui a été mobilisé, et on en parle moins, c'est les mécanismes de portabilité. Vous savez qu'un salarié qui a été, dont le contrat de travail est rompu dans des conditions qui ouvrent droit à l'indemnisation de l'assurance chômage, a le droit d'être maintenu dans les garanties du contrat d'assurance de son ancien employeur en frais de santé et en prévoyance pendant 1 an. Et gratuitement. Donc en fait, c'est préfinancé dans les contrats d'assurance. Aujourd'hui, on a une crise économique, on voit les plans sociaux se multiplier et donc les garanties de portabilité sont extrêmement sollicitées, ce qui pose des problèmes de financement. Donc là, il va falloir se pencher là-dessus. Alors pour l'instant, les assureurs jouent leur rôle, mais là aussi, je veux dire, on voit qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est-à-dire une utilisation de la portabilité à des niveaux qu'on n'avait pas estimés au départ. Alors, on peut voir ça de manière inquiétante sur le plan financier, mais on peut aussi se féliciter de l'existence de ces dispositifs et se dire que finalement, le cadre juridique est prêt et donc on peut aussi mobiliser cet outil-là par rapport à la crise que nous vivons. Donc, moi, je considère que cette crise, elle a mis en lumière des dispositifs qui étaient préexistants et qui finalement ont joué leur rôle d'amortisseur de crise et qui sont aussi des outils de négociation dans les entreprises et même au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier que la portabilité, à l'origine, c'était un dispositif créé par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord national interprofessionnel et qui avait été accordé, entre guillemets, dans les discussions de la création de la rupture conventionnelle. D'accord ? Donc on était dans ce modèle social où on obtient une flexibilité supplémentaire pour les employeurs avec la rupture conventionnelle, qui est moins contraignante que la procédure de licenciement. Et en contrepartie, on a cherché les contreparties et on a utilisé la protection sociale de l'entreprise par le biais de la portabilité. Voilà. Donc là, si vous voulez, quand on voit ces deux aspects, on se dit aujourd'hui, dans cette crise qu'on vit, on voit de nouveau la protection sociale mobilisée comme un amortisseur de la crise et ça ouvre beaucoup de perspectives de mon point de vue. Après, le grand débat, c'est le financement. Mais on aura l'occasion d'en parler parce qu'on a deux logiques en France, entre la logique professionnelle et la logique de solidarité, mais voilà, je pense qu'on va continuer le tour de table. On y reviendra en détail. Serge Brichet, peut-être une réaction aussi, vous, dans le monde de la fonction publique. Est-ce que le Covid a changé la donne ? Alors déjà, je m'inscris dans les remarques précédentes. Peut-être rajouter aussi le développement de la téléconsultation, qui a été un événement et Vive y a largement contribué. Alors dans la sphère de la fonction publique, il y a pour moi 2 événements qui sont à noter. D'abord, le débat autour de la prise en charge du jour de carence qui a ressurgi. Alors, prise en charge pertinente ou impertinente, ça c'est un vrai sujet, mais il a été d'actualité pendant cette période. Et puis un deuxième phénomène, c'est de façon beaucoup plus significative, les problématiques de santé et de bien-être au travail ont été posées auprès des agents publics, auprès des employeurs publics. Et une enquête récente de la Mutualité Fonction Publique montre que cette prise en charge de la santé et du bien-être au travail a explosé, j'allais dire, dans l'attente des agents publics. Donc, et ça, c'est éminemment lié à la crise Covid, puisque l'approche des employeurs publics a été particulièrement importante dans la protection de leurs agents, et ça a révélé tous ces mécanismes et ces phénomènes. Benoît Serre, dans les entreprises, alors est-ce qu'il y a le même effet et qu'est-ce que vous avez constaté ? Il y a eu plusieurs éléments. Il y a un point commun avec la fonction publique, c'est que le sujet de l'hygiène, de la santé, de la protection des collaborateurs est revenu devant. Parce que vous savez, dans la réalité d'une entreprise, vos contrats de prévoyance, c'est des systèmes qui sont organisés, donc en fait, vous en parlez assez peu en réalité.
Et là, tout d'un coup, on a vu réapparaître. Alors évidemment, le pendant positif, c'est que le sujet de la protection présente et future des collaborateurs est revenu sur le devant de la scène, et ça, c'est très bien, avec des nouvelles dimensions, d'ailleurs, en fait. Parce qu'on travaillait beaucoup sur les conditions de travail, assez peu, en fait, sur la santé et l'hygiène, en réalité. C'est-à-dire que la prévoyance ne servait qu'à traiter un sujet dont on ne s'était pas emparé. Alors que je crois, et beaucoup d'entreprises ont commencé à travailler dans ce sens-là, que vous allez voir apparaître une logique de prévention, en réalité. Parce qu'il y a quelques entreprises qui travaillent déjà comme ça, qui travaillent à la prévention, non pas pour empêcher la prévoyance, mais au contraire pour limiter, et ça résout une partie des problèmes de financement. Donc ça, c'est sans doute un sujet qui est apparu. Après, il y a un deuxième sujet, et là, qui est beaucoup plus préoccupant pour l'avenir, parce que vous évoquez à juste titre la logique universaliste. Il s'avère que jamais les inégalités n'ont été aussi profondes à l'occasion de cette crise dans les entreprises. Si vous vous souvenez, au premier confinement, vous avez eu beaucoup de grandes entreprises qui en ont les moyens, qui ont compensé ce que le système public ne faisait plus. Vous avez des entreprises qui ont annoncé la garantie de 100% du salaire, par exemple, pour le chômage partiel, qui était couvert qu'à 85%. Et donc, le sujet qui va se poser demain, évidemment, le groupe BIV en est un acteur majeur, c'est comment je fais en sorte que ces évolutions sur la prévoyance ne viennent pas recreuser encore l'écart qu'il y a entre salariés d'une grande boîte, salariés d'une petite, et puis après, il faut penser à tous ceux qui ne sont pas dans le régime, les CDD, les temps partiels, etc. Parce que cette inégalité-là, de l'avenir, en fait, c'est l'inégalité de la protection de mon avenir, elle est apparue avec cette crise. Et le dernier point, c'est que je pense que le sujet va réapparaître, puisque cette crise, elle a une particularité, en fait. C'est que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez bien protégé ou mal protégé, vous pouviez atteindre de la même manière. C'est la grande différence avec les crises précédentes. Et par conséquent, le caractère universaliste, il est évident, mais il faut ouvrir les yeux. Le système que nous avons aujourd'hui n'a pu compenser ces inégalités que par une intervention de l'État qui n'en a clairement plus les moyens. Et par conséquent, combien de temps ça va durer? Là, comme vous l'avez dit, on est dans la crise, donc ça va. Mais quand on va en sortir, quand on va débrancher les systèmes d'aide économique, on débranchera aussi les systèmes d'aide sociale. Et c'est là où la question va se poser. Alors justement, vous avez évoqué les personnes qui étaient couvertes, pas couvertes dans l'entreprise. Si on élargit un petit peu, peut-être pour revenir sur la fonction publique, qui sont les... est-ce que vous avez identifié clairement au sein de la fonction publique des catégories qui étaient mal ou pas couvertes? Peut-être qu'on peut rappeler, et ça peut paraître curieux, mais que l'employeur public est véritablement très peu disant en matière de protection et en matière de prévoyance vis-à-vis de ses salariés, en tout cas des agents publics. Et j'allais dire, ce sont les acteurs complémentaires, les mutuelles complémentaires, qui viennent pallier ce manque et cette insuffisance du statut, si je peux me permettre cette expression. Et un chiffre, moi, que je veux citer, c'est qu'aujourd'hui, sur un risque aussi important, et aujourd'hui et pour l'avenir, qui est la dépendance, la prise en charge de la perte d'autonomie, eh bien, les mutuelles complémentaires de la fonction publique, aujourd'hui, protège près de 3,5 millions de personnes sur ce risque-là, ce qui est quand même une proportion éminemment importante par rapport à la population française qui est protégée sur ce risque, qui doit être environ de 10 à 12 millions de personnes. Donc on voit bien que l'insuffisance de l'acteur public, de l'employeur public, a obligé les acteurs complémentaires à s'intéresser à la prise en charge des risques en matière de prévoyance. Et donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, globalement, si les agents publics sont protégés par une mutuelle complémentaire, eh bien que cette prise en charge de la prévoyance est plutôt significative et plutôt globale, que ce soit sur le risque de l'incapacité, du handicap, de l'invalidité et de la perte d'autonomie. Donc, c'est au final, pour les agents publics, plutôt une couverture bien prise en charge, mais pas spécialement par l'employeur public. Catherine, il y a des catégories que vous avez identifiées comme n'étant pas protégées? Alors, déjà, je m'inscris dans la disparité, contrairement à la santé. Il faut avoir en regard ce matin la santé et la prévoyance, puisque ça fait quand même maintenant des années, en tout cas depuis 2016 avec l'ANI, où on a une universalité de la couverture santé, à peu près tout le monde est protégé. C'est pas le cas en prévoyance. Alors je vais un peu compléter ce qu'a dit François-Xavier tout à l'heure. On dit qu'il y a encore 15%, on mesure qu'il y a encore 15% quand même de salariés qui n'ont pas de prévoyance.
prévoyance, salariés là, du privé. C'est soit des salariés dans des petites entreprises qui ne peuvent pas se payer des garanties prévoyance, soit aussi à l'intérieur d'entreprises des salariés plutôt moins qualifiés. Ensuite, il y a toute la catégorie des travailleurs non salariés, dont on mesure que, ne serait-ce, malgré les incitations fiscales qui existent, il y a à peu près 1 sur 2 seulement qui est protégé, parce que là, il y a un côté, je suis persuadée que moi, en tant qu'indépendant, je viendrai au travail quoi qu'il arrive. Dans les faits, c'est pas toujours vrai. Et puis ensuite, il y a toute la partie des travailleurs précaires et moins précaires, mais quand même peu couverts en prévoyance, c'est les auto-entrepreneurs, toutes ces nouvelles façons de travailler qui sont très très peu couvertes. Oui, on pense aux cyclistes qui vont venir livrer, qui sont à la fois auto-entrepreneurs, indépendants et qui prennent des risques en plus. Et qui prennent des risques, absolument. Ouais. Dans les explications, on en a évoqué déjà certaines tout à l'heure, dans les explications sur le retard de la prévoyance en France, je crois que vous aviez fait une étude il y a quelques années sur les préjugés. Alors dites-nous 2 mots sur cette étude et sur les préjugés que ça a mis en évidence. Il y a quelques mois, d'abord, on a voulu savoir comment parler de la prévoyance sur le net. Et donc, on a commencé l'enquête comme ça. Et la première des choses, c'est qu'on en parle très peu. Et quand on en parle, ça s'apparente plutôt un peu à bouillie de chat, parce que les termes sont vraiment imprécis, tout le monde dit mais n'importe quoi. Voir la cour des miracles, quand ça commence comme ça peut faire sur le net, mais on en parle très peu. Et donc, du coup, on a enchaîné en disant, bon, on ne peut pas savoir finalement ce qui se dit sur Net en prévoyance parce qu'il ne se dit rien, mais on va faire travailler sur un blog, on appelle ça des blogs participatifs, une trentaine de volontaires, de concitoyens comme vous et moi, qui ont consacré quelques heures par jour à travailler sur la prévoyance. D'abord sur les perceptions, et puis ensuite à partir des préjugés. Donc déjà, ils ont déjà exprimé leurs préjugés. Donc pour être rapide, on va dire qu'en la prévoyance, c'est quand même un tabou, parce que on n'aime pas parler, on n'aime pas évoquer les sujets qui font peur. Et il y a un côté latin, peut-être chez nous, qui est qu'on a même peur que ça porte la poisse. Et pour donner une anecdote, les conseillers mutualistes qui sont les plus accompagnants, sont ceux qui, en fait, dans leur vie passés ont connu de près ou de loin des parcours de vie chaotiques qui font qu'ils sont capables d'illustrer concrètement ce que les contrats prévoyance peuvent apporter. Et donc, illustrer sans dramatiser, ça c'est la source pour pouvoir effectivement parler de ce qui fâche. Je dirais même que l'autre solution, c'est un peu de se libérer le mental, un peu. Il y a une autre charge mentale qui est celle de se faire du souci pour sa famille et puis de faire l'autruche. Et l'idée, c'est de dire, y penser une bonne fois pour après plus y penser. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est tout d'ailleurs le travail qu'on fait ce matin, d'en parler pour ensuite libérer l'esprit. Alors, sur les préjugés, ça ne me concerne pas. La prévoyance, ça ne me concerne pas. Ça, c'est le premier préjugé. Je n'aurai pas de problème. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, la prévoyance, c'est le décès, ça. Mais moi, je suis beaucoup trop jeune. Enfin, là, je raconte, c'est pas moi qui parle. Moi, je suis beaucoup trop jeune, ça ne me concerne pas. Mais en fait, non, la prévoyance, c'est bien autre chose que le décès. C'est l'invalidité. Et pour les jeunes, surtout avec les modes de vie des jeunes, il y a effectivement des risques de la vie qui font qu'il serait mieux qu'ils soient couverts, ou en tout cas qu'ils s'en préoccupent. Le deuxième, ça ne me concerne pas, c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai pas les moyens. Et là, effectivement, il y a peut-être un besoin de transparence, une méconnaissance des coûts, et puis un besoin d'accompagnement. Ça, on le sent. Dites-moi, pour le budget que j'ai, alors qui change, je viens de monter mon activité, j'ai un budget qui est réduit, qu'est-ce qui vaut mieux que je me couvre? Pourquoi? Pour les lunettes, en cas de... Ils ont besoin d'accompagnement. Et le troisième, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas parce que moi, je suis déjà couvert. Je suis déjà couvert par la Sécu. Oui, c'est vrai, la Sécu nous couvre un peu, mais partiellement et pas longtemps, par mon employeur. Oui, c'est vrai, il y a la mensualisation pendant un petit peu de temps. Non, moi je suis couvert par ma mutuelle. Là, il y a le mélange entre la mutuelle, effectivement, santé. Puis moi, je suis couvert parce que je suis fonctionnaire. Ça, vous l'avez bien expliqué. Donc moi, je suis garantie pour tout. Mais non, on n'est pas. Donc cette méconnaissance, effectivement, on est un peu couvert, mais pas tout le monde et pas tout le temps.
Voilà. Donc, ça a été à la suite de cette enquête, en fait, qu'on a pensé à poursuivre en disant, nous, on a une mission qui est de sensibiliser au miroir, en fait, aux conséquences de ces préjugés. Conséquence de ces préjugés, on ne souscrit pas de contrat. Et donc, l'observatoire de l'imprévoyance, qu'est-ce que ça a comme impact financier, en fait? Benoît Serge, vous vouliez réagir sur les préjugés? C'est des choses que vous avez vues en entreprise? Alors, en fait, en entreprise, déjà, les gens vous posent assez peu la question, même si on voit apparaître de plus en plus cette question des entretiens de recrutement. Les gens commencent à regarder comment on est protégé, qu'est-ce qui se passe, mes enfants, etc. Donc, on voit que le sujet est en train de préoccuper les gens. Et la meilleure preuve que j'y vois, et c'est assez intéressant, parce que je pense qu'il y a un sujet, je parle devant des spécialistes, je pense qu'il y a un sujet de confiance. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. Les Français ont épargné 55 milliards d'euros. Et quand vous étudiez, vous leur demandez, parce qu'il s'avère qu'on a fait une sorte d'enquête en disant, vous les avez vues ces enquêtes, pourquoi vous l'avez fait en cas de coup dur? C'est-à-dire qu'aucun ne s'est dit, je ne dois pas prendre en charge moi tout seul le cas de coup dur, de toute façon la solidarité ne jouera pas. À la fin de l'histoire, elle ne jouera pas. Donc il y a un sujet de confiance, et comme vous l'avez dit sans doute, ça ne me concerne pas, mais je vais me débrouiller par moi-même. Il y a une sorte d'individualisation du système. Parce qu'il y a eu trop de cas, et vous voyez un petit peu les effets, où on n'est pas pris en charge, on est mal pris en charge, on ne comprend rien. En plus, il faut reconnaître, et je jette la pierre à personne, et je suis certain que groupe Vif, c'est très bien, on ne comprend rien. C'est-à-dire, quand vous récupérez votre truc, vous vous dites déjà, alors là, entre les 150%... Non, mais c'est la réalité. Bien sûr, c'est François-Xavier le disait tout à l'heure. Ouais, sincèrement, moi, je vous parle comme des RH, des gens, quand vous leur expliquez les choses, ils disent, mais attends, mais finalement, en fait, mes lunettes, elles me coûtent combien à la fin de l'histoire? Et moi, ça, je peux pas. Parce que ce que vous évoquez sur le fait que les gens qui ne vont pas chercher de la prévoyance parce que c'est trop cher, je pense qu'il y a un deuxième étage qui est beaucoup plus grave. C'est des gens qui ne se soignent pas parce qu'ils sont mal remboursés ou ils pensent l'être. Et ils disent, moi, j'ai pas le moyen de le faire. Ça, c'est la solution, c'est la situation, de mon point de vue, la plus grave. Et on sait que, vous l'avez très bien dit, la sécurité sociale ne couvre pas suffisamment. Les mutuelles le font, il y a une confusion générale de tout ça. Et pour les entreprises, c'est un vrai sujet, parce que d'abord, c'est un sujet de solidarité ou de responsabilité d'entreprise. On parle beaucoup de la RSE, mais enfin, on parle du S de la RSE. Ça nous change. Et le deuxième sujet, c'est qu'aussi, quand vous êtes dans une entreprise, vous savez que c'est une manière de protéger votre activité, parce que vous avez évoqué les arrêts de travail, quand vous avez des situations de gens qui partent en arrêt maladie de manière imprévue, bien évidemment, c'est là où vous avez... Donc le sujet de la prévention dont je parlais tout à l'heure réapparaît, et surtout, il faut rassurer les gens. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette épargne de précaution que les Français ont fait par défaut de confiance dans les systèmes qui les protègent. Ça, c'est très interrogeant, en fait. Très interrogeant. Alors, vous dites que c'est pas toujours clair, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai envie d'élargir. L'État aussi, dans sa politique, n'est pas toujours clair. Alors, Pascal, si vous nous faites peut-être un petit résumé des engagements de l'État ou des volontés de l'État, on se rend compte que le message de l'État sur la prévoyance n'a pas toujours été très lisible. Alors, oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les clauses des contrats d'assurance, parce que quelquefois on voit des choses quand même... Le médiateur l'a évoqué aussi. Voilà. Il y a le médiateur, il y a le défenseur des droits, il y a beaucoup de remontées sur ces sujets. Le débat, de manière large, pour moi, on a deux logiques en France. On a la logique professionnelle, et même dans les régimes de sécurité sociale, encore aujourd'hui, pour la maladie, l'indemnisation de l'arrêt de travail, la logique c'est... Je suis travailleur, indépendant ou salarié, je cotise, et donc si je suis malade, j'ai des prestations de revenus de remplacement. D'accord ? Et puis l'autre logique, c'est la logique de solidarité. C'est-à-dire qu'on accorde par la loi des droits qui sont totalement indépendants de l'activité professionnelle. Et un exemple récent de cela, c'est la mise en place de la protection universelle maladie, la PUMA, depuis 2016. Toute personne qui réside en France depuis plus de 3 mois a le droit à l'assurance maladie complètement décorrélée de son activité professionnelle. Donc là, on est sur une logique universelle. Et depuis 1996, on voit monter les systèmes de financement qui ont des sources autres que les cotisations assises sur les revenus d'activité, et c'est notamment la création de la CSG, de la CRDS, et puis on voit tous ces prélèvements sociaux qui s'ajoutent, la contribution de solidarité autonomie, le prélèvement social de 2%, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, une partie des trous dans la raquette viennent du fait que sur la maladie, on est encore l'indemnisation des arrêts de travail, je ne parle pas des frais de santé, on est encore sur la logique professionnelle.
Donc, si vous êtes malade et que vous n'aviez pas d'activité professionnelle, vous n'avez pas de revenus. Exemple, les étudiants. Un étudiant qui va être gravement malade, il va avoir la Sécu étudiante pour ses frais de santé, éventuellement sa mutuelle étudiante, mais il va être à la charge de sa famille pour le restant de ses jours. Donc ça, c'est un énorme défaut du système. Enfin, je veux dire, quelque part, là, on a vraiment un exemple. Donc ça, c'est la première chose. Il faut bien comprendre ce débat parce que chaque fois qu'on va parler d'améliorer la prévoyance, de financer la dépendance, etc., la question, c'est dans quelle logique on se met. Est-ce qu'on se met dans la logique professionnelle de cotisation avec l'intérêt qu'on peut rendre ça obligatoire ou est-ce qu'on se met dans la logique de solidarité, d'accord ? L'autre ambiguïté, c'est que l'État, et on le voit bien sur les frais de santé, et ça pourrait devenir le cas aussi en prévoyance, c'est qu'on a en France, il est devenu impossible de toucher à ça. Ce sont des avantages. Or, en réalité, ce qui est engagé depuis un certain temps, c'est un vrai désengagement de l'État, notamment sur les frais de santé. Mais comme on ne peut pas le dire, eh bien, on a recours à des systèmes qui sont quand même relativement compliqués et qui je veux dire, notamment le contrat responsable, 100% santé, etc. C'est quand même... Et donc, en fait, on est dans un double mouvement qui est qu'il y a un désengagement financier de l'État, mais il essaye de mettre en place des garanties minimum. D'accord ? Et je pense qu'il y a besoin d'un discours de vérité. Simplement, je crois que sur le plan politique, il n'est juste pas audible. Voilà. Donc, on a une énorme ambiguïté en France là-dessus. Peut-être que, à l'occasion de la crise, on pourrait remettre à plat tous ces financements et commencer à vraiment discuter de où est-ce qu'on met l'argent. Parce que peut-être que c'est beaucoup plus important d'être couvert pour l'accident grave, y compris quand on est étudiant, que de pouvoir se faire rembourser ses lunettes ou ses soins dentaires. Donc là, il y a un vrai débat à avoir peut-être. Si on raisonne à coup constant. Serge Boucher, une réaction sur ce rôle de l'État ? L'idéal, pour prolonger ce que dit Pascal, l'idéal, ce serait qu'on soit en capacité collectivement de prendre en charge tous les aléas sur une vie, du berceau au tombeau, pour utiliser cette expression. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des initiatives publiques existent, des initiatives privées existent, si on se limite au domaine de la prévoyance, mais on manque véritablement de coordination. Imaginez le parcours de quelqu'un qui est confronté à la dépendance d'un proche, quel est déjà pour saisir l'organisme idoine, quel est le guichet qui doit aller solliciter, ou la personne qui doit aller solliciter. Donc déjà, on mettrait en place par exemple un guichet unique autour de toutes ces problématiques. Je pense qu'on gagnerait particulièrement en connaissance, en information. Catherine parlait de la méconnaissance. Et puis le sujet de la prévoyance, Catherine évoquait aussi, c'est qu'on touche à la fois à l'ultime et à l'intime. Et ça, c'est des notions qui effraient, évidemment. Alors le décès, évidemment, on sait bien que c'est le seul risque qui va concerner tout le monde, mais la dépendance, moi j'insiste sur ce risque-là, qui est un risque qui va croître dans l'avenir, eh bien on voit bien que c'est des risques dont on considère que c'est pour les autres, c'est trop lointain, et on ne s'est jamais véritablement collectivement organisé. Il faut observer d'ailleurs le caractère un peu erratique des pouvoirs publics, qui ont toujours promis une loi sur ces risques-là. Alors, on a des évolutions législatives, mais je vois que le calendrier est encore un petit peu décalé. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont faites, mais qu'il y a une absence de coordination et qu'il y a surtout une sorte de marasme dans l'appréhension de ces sujets qui fait que le citoyen, l'assuré social lambda, il est un petit peu perdu. Et quand on est dans cette dimension-là où la vie des gens est en jeu, eh bien, on comprend qu'on a besoin que les citoyens soient sécurisés, encadrés, orientés et bien pris en charge. Et l'État, au sens large du terme, a une responsabilité majeure en ce domaine. Alors, quelles sont les pistes pour améliorer ? Vous en avez déjà évoqué certaines. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut aller vers un caractère obligatoire de cette prévoyance ? Alors là-dessus, si vous voulez, sur le caractère obligatoire de la prévoyance, c'est vrai que les partenaires sociaux, et je repensais au débat sur grandes entreprises, petites entreprises, les partenaires sociaux, c'est eux qui ont initié un certain nombre de choses de manière historique, avec le 1,50% de la tranche A affectée à la prévoyance des cadres, les maintiens de salaire, la portabilité. Et c'est vrai qu'au niveau des branches professionnelles, on a le moyen d'introduire des garanties minimums qui vont quand même assurer un socle minimum. Après, l'État, lui, a la possibilité, par le biais des incitations fiscales et sociales, de rendre les régimes obligatoires. C'est peut-être ça qui va se passer sur les fonctionnaires, d'accord ? Mais là, on est par le biais des incitations fiscales et sociales. Vous voyez, c'est quand même... on ne dit pas c'est obligatoire pour tout le monde. On dit aux employeurs, publics et privés, si vous financez, je vous donne des exonérations, d'accord ? Bon, c'est peut-être pas suffisant pour réduire toutes ces inégalités.
Non, il y a un point là-dessus qu'il faut relier les deux, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on constate de toute façon depuis une vingtaine d'années un désengagement de l'État régulier sur tout un tas de missions qui étaient les siennes de manière historique. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas politiquement assumer le fait qu'il ne s'en occupe plus, il les refile aux entreprises en leur disant... Et aux assureurs. Maintenant, et aux assureurs, enfin les entreprises, c'est tout l'écosystème économique privé, on va dire, ou semi-privé, en disant les missions qui sont les miennes, je vous les donne, vous les financez, mais par contre, je continue à me faire financer, moi, des missions que je n'exerce plus. Donc il y a un moment où on ne comprend pas, parce que vous avez très bien évoqué la CSG, la CRD, ces trucs-là. Les gens disent, en fait, je passe mon tour... Enfin, c'est le système du bulletin de paye, en fait, où je passe mon temps à payer des trucs, et en fait, il faut que je continue à payer des choses pour avoir une protection que j'avais avant, mais que je n'ai plus. Mais en revanche, ça me coûte de plus en plus cher, et je n'ai pas le sentiment d'être mieux protégé qu'avant. Donc le sujet, il est là, quand même. Et il y a un moment où je trouve, parce que c'est ce qu'on entend en fait dans les boîtes, vous allez avoir une limite, que quand on préparait cette émission, Cécile, j'évoquais le fait que les gens constatent un écart brut net qui ne cesse de progresser, sans percevoir l'avantage que ça leur procure, ne serait-ce qu'un avantage aléatoire ou moyen terme ou long terme de protection, puisqu'on parle de ce sujet-là. Et que ça, il y a un moment où il va falloir repenser le système, et votre définition est très juste. Le politique n'assume pas le fait qu'il n'est plus en situation d'assurer à hauteur d'eux. Et par conséquent, il fait croire. Mais en fait, pas du tout, il ne fait pas croire. Il transfère la charge. Et cette charge, à un moment, elle se retrouve soit dans les tarifs des mutuelles, soit elle se trouve... Regardez le débat qui va s'ouvrir dans quelques jours sur les tarifs des mutuelles. Le ministre de l'économie il va convoquer tout le monde, etc. Mais il y a une réalité économique derrière tout ça, puisque ce n'est plus le phénomène de solidarité qui finance, c'est la réalité économique qui finance. Donc il y a un moment où les gens vont stopper, et puis ça va creuser encore l'écart petite-grande, bien évidemment. Donc je pense que c'est un sujet où on ne peut pas se contenter de retraiter le sujet du financement. Comme vous l'avez dit, il faut reposer le système, puisque le système, on essaie de sauver un système qui est tellement bancal qu'il ne fonctionne plus en réalité, fondamentalement. Et du coup, les mutuelles et les autres prennent le relais et essayent de créer un rééquilibre, de rééquilibrer. Mais finalement, dès que vous avez un coup dur comme celui qu'on vit aujourd'hui, tout se redéséquilibre d'un coup. Donc c'est pas des équilibres durables, parce qu'on parle, en termes d'imprévoyance, de durée, vous savez. Donc c'est le sujet du long terme à traiter, c'est pas le sujet du court terme. Moi, je suis un tout petit peu plus optimiste que vous, quand même. Tant mieux, alors. Tant mieux. Dès lors que les juristes sont optimistes, alors c'est une bonne nouvelle. Non, parce que si vous voulez, je pense que dans ce débat, ce que vous dites est juste, mais en fait, on n'a pas une vision claire de tout ce qui est financé. Alors, en réalité, on est quand même un pays qui donne énormément. Donc, il y a un problème de perception, il y a un problème de clarté du discours, et puis il y a un problème de poser les grands équilibres. Et je crois que là, s'il devait y avoir un débat à l'issue de cette crise, c'est quoi les grands équilibres de ces régimes, les masses? On a la loi de financement de sécurité sociale tous les ans qui pose à plat les dépenses et les recettes avec un débat devant le Parlement. Et ce qui est très important sur la dépendance, c'est qu'on a création d'une 5e branche de sécurité sociale. Et là, les textes sont parus. Donc, toute l'architecture a été revue pour que ça devienne une 5e branche de sécurité sociale avec une caisse qui devient une caisse de sécurité sociale. Et ça veut donc dire que toutes les dépenses de la dépendance et ses recettes vont être discutées annuellement par le Parlement. Donc, si vous voulez, cette architecture-là, elle est en place. Ça, c'est un grand changement pour vous. C'est un grand changement, oui, parce qu'on va avoir des chiffres et surtout, la dépendance a été définie par les textes qui ont été votés là, depuis l'été dernier comme couvrant la question du grand âge, mais également du handicap. Et avec une articulation avec tout un tas de politiques publiques qui aujourd'hui sont complètement dispersées, mais qui vont être consolidées là-dedans, c'est-à-dire toutes les aides aux aidants, le soutien aux aidants, la politique du logement, parce que dans l'autonomie, le logement est une vraie question, notamment pour les personnes handicapées. Donc vous voyez, il y a une espèce de maillage du sujet qui a été fait. Et alors, évidemment, ça ne donne rien pour l'instant, parce qu'on n'a pas la fameuse prestation de base dépendance qu'on voudrait tous. Ça, c'est pour la loi future qui est encore décalée. Mais quand même, il y a un très gros travail qui a été fait. Voilà, donc après, si vous voulez, je crois que la vraie question, c'est quel est le coût réel d'une prévoyance? Et je crois que s'il y avait une chose à faire au niveau je dirais information du public, c'est vraiment mettre les chiffres. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, combien ça coûte de prendre une garantie accident de la vie? Quand, vous voyez, en tant que père de famille ou mère de famille, vous avez 3-4 personnes, c'est quoi les chiffres? Combien ça coûte? Et comment je peux le financer? Je pense que personne aujourd'hui ne sait quel est le coût d'une garantie prévoyance. Il y a un problème de communication là-dessus. Et pourtant, c'est pas très difficile, en fait, de communiquer là-dessus. Voilà, pardon. Serge Bouissier, une réaction peut-être à la fois sur ce coût et ce que ça implique. Est-ce que c'est le même coût pour tout le monde ou que ça doit être un coût différencié? Alors, je ne voudrais pas mettre en exergue trop les agents publics et les mutuelles qui les protègent, mais néanmoins,
ce coût de la prévoyance, nous, on l'a identifié dans les mutuelles de fonctionnaires, puisqu'on a rendu obligatoire la couverture prévoyance en inclusion d'un contrat santé. Et donc, on sait très bien aujourd'hui ce que coûte d'être protégé contre l'invalidité, le handicap, la dépendance, la perte de traitement. Et on sait que c'est, par exemple, pour la plupart des agents publics qui sont couverts par des mutuelles de fonctionnaires, c'est une dizaine d'euros par mois. Pourquoi ? Parce que le risque, il est mutualisé. Il est mutualisé à l'ensemble de la population. Dès qu'on entre dans la fonction publique, qu'on adhère à une mutuelle complémentaire, eh bien, on est couvert sur l'ensemble de ces risques. Et Catherine disait qu'ils sont nombreux, variés. On est couvert sur l'ensemble de ces risques. Et comme le coût est mutualisé, ben, évidemment, la tarification est complètement acceptable. Alors après, le niveau des garanties doit se discuter, se compléter, s'enrichir. Mais on voit bien que c'est possible. Et à la question que vous posiez, est-ce qu'on doit rendre la couverture prévoyance obligatoire ? J'ai envie de vous dire oui. Et peut-être un passage pour le faire, c'est de coupler obligatoirement la couverture prévoyance à une couverture complémentaire santé. Aujourd'hui, 95% des citoyens de ce pays ont une complémentaire santé. Mais couplons-y des garanties de dépendance. Je ne suis pas sûr que ce soit le chemin que prend l'État, d'ailleurs. Cette idée qui a été proposée par le mouvement mutualiste en général n'a pas reçu véritablement une grande audience. Catherine, je vous vois opiner, mais quelle réaction ? Vous êtes d'accord ? Je pense que nous, on appelle de nos souhaits le fait qu'en prévoyance, si vous voulez, il y ait le même côté généralisé qu'en santé. Et ça ne veut pas dire que tout doit être rendu... géré par l'État, mais qui est une concurrence, mais sur la base, effectivement, soit peut-être d'un socle généralisé, obligatoire pour tout le monde, mais ensuite avec une concurrence pour qu'effectivement il y ait de l'émulation entre les intervenants, y compris privés, pour qu'il y ait de l'innovation, de l'accompagnement, pas que du financier, mais des services, etc. Mais l'idée étant que ce que l'on a réussi à faire au niveau de la France en santé, on puisse le faire en prévoyance, c'est-à-dire laisser personne sur le carreau. Ça peut être possible avec donc des socles, comme Pascal le disait, un socle minimum et puis après renforcer en fonction de chacun de ses besoins ou ses possibilités. Et puis avec une saine concurrence entre intervenants pour y répondre, pour des offres effectivement qui soient au-delà des offres financières, des offres de services. C'est aussi une façon d'éviter la sélection. Ça, c'est un sujet qui a été abordé tout à fait au début, qui est préoccupant, la sélection des dossiers. Enfin, il y a des gens qui pourraient ne pas avoir accès du tout à la prévoyance. Ça, c'est uniquement l'assurance privée. Oui, non, mais justement, si on passe en mutuelle, non, c'est justement, c'est une réponse pour l'éviter. Et c'était un risque important pour vous, cette sélectivité ? Mais même dans l'assurance privée, on a réussi à éviter les mécanismes de sélection. Alors, évidemment, je pense au contrôle de la spécialiste qui est Catherine, sauf quand on crée un contrat. Quand on crée un contrat de prévoyance, pour qu'il soit évidemment un petit peu rentable, il faut effectivement prévoir peut-être un certain nombre d'exclusions au début. Mais après, l'état de santé ne doit pas entrer en ligne de compte par rapport à la prise en charge de ses besoins. Et je pense qu'on a réussi malgré tout dans l'assurance privée à le faire. Un très bon exemple, on est les conventions de branche. Dès le moment où effectivement où il y a un accord qui rend... Alors, en prévoyance, c'est pas tout à fait le cas, mais l'adhésion, j'allais dire, obligatoire, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de sélectionner, puisque la mutualisation est suffisamment large, et puis il n'y a pas de biais, finalement, au stade général. Donc, effectivement, on peut tout à fait éviter la sélection. Pour ça, il faut effectivement inciter, et plus qu'inciter, et rendre, effectivement, au moins le minimum de couverture obligatoire. On a abordé tout à l'heure l'aspect à la fois collectif et individuel de ces contrats, mais je voulais revenir dessus. Benoît, vous évoquiez, au cours d'une vie, maintenant, on est appelé à changer 10 fois de poste, de type de contrat, en tout cas. Comment est-ce qu'on peut être garanti, comment est-ce qu'on pourrait être garanti, quoi qu'il arrive, quel que soit son... C'est un peu le phénomène de la portabilité qui était évoqué tout à l'heure, qui va malheureusement probablement exploser avec la crise sociale qui arrive. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais à cette occasion signaler qu'il y a un sujet particulier qui va apparaître, qui est celle et pour répondre à votre question, de la prévoyance sur les seniors. Parce que le problème, la portabilité, la portabilité, ça part du principe que vous allez retrouver un boulot dans moins d'un an, en fait, puisque vous allez être reprotégé derrière. Or, d'abord, on sait, en période de crise, on passe de 9 mois de recherche à 13 mois de recherche. Donc déjà, on va avoir un sujet pendant un mois.
Les seniors, vous savez, 46% des seniors de plus de 60 ans ne retrouvent pas d'emploi. Votre capacité à retrouver un emploi est extrêmement faible. Donc là, on va avoir un véritable sujet, parce qu'évidemment, c'est malheureusement, statistiquement, les gens qui ont le plus besoin de prévoyance. Donc vous avez une espèce d'effet ciseau qui est redoutable. Donc ça, cette inquiétude-là, elle est extrêmement forte. Et là, pour le coup, je ne sais pas si c'est de la sélection, peut-être que c'est honteux ce que je veux dire, mais moi je ne suis pas un spécialiste comme les gens de ce plateau. C'est qu'il y a un moment où le niveau de risque, il est tellement quasiment avéré que le niveau de protection publique devrait être plus élevé. Et je pense à cette catégorie-là, particulièrement. Vous avez raison, on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie quand on a 20 ans. Mais en revanche, quand vous êtes senior, vous avez quand même un peu plus de chances d'avoir des ennuis, globalement. Or, ces gens-là, au bout d'un an, ils perdront leur portabilité. Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, je trouve que ce sera intéressant aussi d'avoir une approche qui n'est pas une approche d'anti-solidarité, mais qui est une approche de prise en compte de la réalité. Sinon, on va faire des drames. Et j'ajoute un dernier point là-dessus. La question des seniors, c'est que je trouve qu'on n'adresse pas sur ce sujet de la prévoyance, comme sur d'autres sujets, suffisamment cette question-là, puisqu'on ne peut pas faire d'un côté une législation sur les aidants, reconnaissant donc qu'une partie de la population aide la génération du dessus, et en même temps ne pas en tirer de conséquences sur le fait que ne pas protéger plus fortement les seniors n'a pas un effet sociétal en réalité. Et quand vous évoquiez les étudiants tout à l'heure, c'est pareil. Les étudiants, leurs propres parents financent. Donc quand un senior tombe au chômage, il touche 3 générations. La sienne, évidemment, celle du dessus, quelquefois, et celle du dessous, très certainement. Eh bien, le sujet de la protection, pour répondre à votre question, c'est que, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment prendre des éléments de différenciation de la garantie publique parce que le niveau de risque, il est nettement plus avéré. Ça va à l'encontre d'un espèce de système. On a eu le même débat sur les retraites. Mais je crois que ça ne peut pas tenir longtemps, en fait, cette espèce de système d'égalisation. Parce qu'il y a un moment où ça ne se joue pas. Et la portabilité, sur ces populations-là, ou sur les populations faiblement diplômées, on sait que c'est elles qui vont payer d'abord le fait de perdre leur portabilité au bout d'un an. Quel est le relais que vont prendre à ce moment-là la solidarité nationale pour éviter que ces gens-là, ce soit une espèce de crise systémique pour eux? 1, ils perdent leur emploi, 2, ils sont mal protégés, 3, ils se soignent mal, font la partie santé, etc., etc. Et là, à la fin, ça vous coûte beaucoup plus cher, en fait, au budget public. Donc ça, c'est une vraie question, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, de ce que j'en connais, mais peut-être que je me trompe, n'est pas suffisamment adressée. Et on pourrait se réveiller en 2022 ou 2023 avec une véritable gueule de bois sur ce sujet social et sociétal. Catherine. Oui, je voulais ajouter que, aussi bien, on est assez optimiste sur la portabilité en prévoyance, c'est-à-dire que vous évoquez tous les deux le coup d'après, c'est-à-dire que vous dites la portabilité actuelle, elle n'est pas suffisante, et moi j'ai envie d'insister sur le fait que je ne suis même pas sûre qu'on soit aujourd'hui, je suis même sûre du contraire, en capacité en prévoyance, je ne sais pas en santé, de laisser un bon accès à ses droits. Je m'exprime, une fois qu'une personne est licenciée, pire, quand son entreprise fait faillite, c'est bien ce que l'on craint là pour les mois qui viennent, eh bien, l'information n'est pas toujours au bon niveau. Et le nouveau chômeur ne sait pas exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour accéder à ses droits. Et donc là, nous, au niveau du groupe Vive, et spécialement Stéphane Junix s'est engagé personnellement pour qu'on se fasse déjà un effort dans les 12 mois qui viennent pour diffuser l'information, pour faciliter l'accès. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dans les stats qu'on a, c'est que l'accès à la portabilité, elle est faible. Donc, Pascal, tu pensais, toi, mais oui, il y a beaucoup de personnes qui vont exercer ce droit. Encore faut-il qu'ils arrivent à l'exercer. Donc, il y a vraiment un engagement des assureurs. Normalement, l'information, elle repose sur l'employeur. Ce que l'employeur fait. Mais il peut être dans des difficultés. Que j'évoquais. Bien sûr. Puis, il peut y avoir des difficultés. On perd la trace. Je veux dire, selon la qualité de la relation au moment où le salarié part, ou la situation aussi de l'entreprise. Si, par exemple, c'est en faillite, il y a bien d'autres choses à régler. Est-ce qu'on pourrait s'affranchir de l'employeur ? Et quand je dis ça, je pense au compte individuel de formation qui a été mis en place. Est-ce qu'on pourrait avoir un équivalent prévoyance Ça serait... Je pense que d'ailleurs, il y a les partenaires sociaux. Ça vraiment le travail. On travaille ça après. Oui, il y a une baisse de volonté de créer, en fait, des droits qui s'attachent à la personne et pas à son statut.
Et je pense que c'est la bonne solution. Encore faut-il que les gens, dans ce cas-là, la conséquence, ce serait que les gens aient la liberté d'exercer leurs droits ou pas. Et là, on tombe sur une espèce d'incohérence du système. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de partenaires sociaux, et partenaires sociaux, employeurs comme salariés, à l'unanimité, d'aller vers ce type de choses. Ça pose quand même une question dans un pays aussi solidaire que la France, de développer des systèmes qui reconnaissent les droits individuels. Parce qu'il y a un moment où le secteur privé va dire « mais moi je peux vous abonder vos droits individuels » et donc vous allez recréer de l'inégalité. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance à faire ça, bien sûr. Alors, nous arrivons presque au terme de cette table ronde. Je voudrais peut-être, en conclusion, que vous demander de revenir chacun sur votre message fort. Voilà, s'il y avait une chose à retenir de cette table ronde, Serge Brichet, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Si on reste sur le sujet de la prévoyance, moi je dirais d'abord que le maître mot, c'est, et on l'a tous dit, et les intervenants précédents, la mutualisation des risques. Ça me paraît être essentiel. Après, c'est une prise en charge globale. On voit bien que pour régler les problématiques de dépendance, il faut aussi prendre très tôt, développer en amont des politiques de prévention, développer aussi des structures d'accueil adaptées, donc c'est une problématique aussi de ressources humaines, la prévention en matière d'alimentation, en matière de logement, etc. Donc, globalité de la prise en charge. Et puis moi, je rebondis sur ce que vient de dire Benoît. Moi, je pense qu'il faut vraiment que notre société réfléchisse à attacher les droits à la personne et non pas à un statut. Ça pose évidemment l'éternelle question du financement. Et à mon avis, je suis un tout petit spécialiste de l'impôt. L'impôt est une réponse. Pascal, votre... Oui, alors juste pour rebondir, effectivement, on est peut-être à un moment de point de bascule, mais je pense que pour l'aborder de manière positive, il faut se rendre compte qu'on sort d'un système où on a eu des constructions qui, historiquement, s'étaient faites à travers le statut professionnel. Et maintenant, si on veut basculer sur l'universalisme, eh bien, il ne faut pas non plus balayer l'histoire, vous voyez. Donc, on est dans une phase de transition, il faut en tenir compte. La deuxième chose, c'est que pour moi, la protection sociale, c'est quoi ? Et c'est pour ça que j'exerce mon métier d'avocat dans ce domaine, c'est que c'est une promesse qui est faite, en réalité. C'est une promesse qui est faite à toute personne que si elle cotise, eh bien, en contrepartie, le jour où elle aura un accident de la vie, elle sera prise en charge. Et cette promesse, quand on est une promesse qui est faite par l'État, c'est les régimes de sécurité sociale. Quand on est dans le domaine privé, c'est fait par l'assurance. Donc, on revient à la question de la confiance. Et cette promesse, elle mérite de grands débats. Et moi, j'attends vraiment qu'aujourd'hui, on ait des grands débats publics là-dessus, et notamment qu'on fixe la question de c'est quoi le coût, à quel âge de la vie, et comment on le finance. D'accord ? Pour moi, c'est vraiment la voie d'avenir, c'est que ces sujets-là deviennent des grands débats publics. On les a eus sur les retraites, on devrait l'avoir sur la prévoyance. Voilà. Benoît Serres, s'il ne fallait retenir qu'une chose. C'est que toute crise provoque des prises de conscience. Et que ce qu'on a vécu là va laisser des traces, parce que au-delà de ce qui avait été évoqué sur l'individualisation, ou la prise en compte de l'individu et non pas du statut, est renforcée par cette crise. Jamais la dimension humaine n'a été aussi importante dans le fonctionnement de la société aujourd'hui, en fait, et des sociétés au sens entreprise. Donc, un débat, oui. Alors, le financement par l'impôt, oui, mais dans ce cas-là, il va falloir reconsidérer le truc, parce qu'il y a un moment où le caractère insupportable de la pression fiscale globale, c'est un phénomène de choix, en fait. Et je reste convaincu quand même que... Vous savez, j'ai lu, pour préparer ce débat, une citation de Lamennais. Vous savez ce que je veux dire ? Oui. Vous la connaissez bien, cette citation. Il explique que on gère le passé par l'oubli, mais on ne peut pas gérer l'avenir sans la prévoyance. Et donc, globalement. Comme quoi, c'est un vieux sujet, cette question-là. Donc, c'est une affaire de choix d'affectation. Donc, le traiter par l'impôt, oui. Alors, on prend où ? On prend où ? Oui. C'est ça le sujet, parce qu'il y a un moment où le système de pression devient pas acceptable, et donc les gens font des choix. Parce que de toute façon, comme l'impôt prend tout, je vais finalement moins bien me protéger, je vais moins bien faire ceci ou moins bien faire cela. Donc je ne dis pas, mais c'est pour ça que ça mérite le grand débat que vous apportez, peut-être conçu avec un peu plus d'intelligence que celui des retraites, si je peux me permettre ce petit commentaire personnel. Et puis une garantie dépendance dans les contrats frais de santé des étudiants. Voilà. Ça, je pense que ça sera une bonne chose. Catherine, ce que vous voulez retenir ? Moi, je voulais terminer en disant qu'en fait, ce débat-là qu'on a eu, qui était très intéressant et très riche, il va se poursuivre à travers justement l'Observatoire de l'imprévoyance, parce que c'est exactement le même but que l'on a dans le groupe Vive. C'est en fait de continuer ce travail de sensibilisation, de faire prendre conscience aussi bien aux acteurs institutionnels, alors ça peut être les partenaires sociaux, ça peut être les pouvoirs publics, ça peut être les acteurs économiques en général, mais aussi chacun d'entre nous, pour que concrètement, au niveau macro,
comme on l'a vu ce matin, ou au niveau micro, voilà, on prenne conscience, toujours sans dramatiser, mais qu'on prenne conscience de tous les impacts de ce manque de prévoyance. Et puis moi, ma petite citation, ça serait de dire, là, je souhaiterais que le meilleur de la vie se passe pas à dire non, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, non, c'est trop tard. Voilà, donc pour éviter ça, la prévoyance. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Et donc rendez-vous à tous sur la page LinkedIn pour poursuivre le débat. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Comme promis, nous retrouvons donc Catherine Touvray, la directrice générale d'Harmonie Mutuelle et membre de la direction générale du groupe Vive, pour la conclusion de cette matinée consacrée à l'imprévoyance. Alors Catherine, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette matinée. La chose que j'ai envie de retenir, c'est qu'on a bien fait de l'organiser, parce que, comme le disait Pierre Charles, on a créé avec cet observatoire de l'imprévoyance des concepts, une méthode qui permette de mettre en équation et donc en débat des drames individuels, humains, vécus par tout un chacun dans l'expérience du besoin de prévoyance. Donc voilà, c'est vraiment ça que je retiens de cette matinée. Alors, les interventions ont été très riches. On a entendu des experts juristes de l'entreprise, des mutuelles. Quels sont peut-être les messages les plus marquants ? Oui, j'ai pris quelques notes. Là, j'ai 5 mots, en fait, qui me semblent importants pour essayer de résumer un peu ces messages importants. Le premier, c'est celui de la confiance. Qui a été évoqué à de nombreuses reprises parce que l'assurance, c'est ça, c'est l'achat au comptant d'une confiance. Voilà, l'assureur ou le système, en tous les cas, sera là lorsque l'événement et en l'occurrence dramatique se produira. Donc ça, c'est des questions de confiance qui donnent des exigences de transparence, de vocabulaire. Le médiateur l'a très bien expliqué, par exemple. Et puis, confiance sur la pérennité des dispositifs économiques. Et donc là, on a l'approche actuarielle qui vient jouer donc son rôle. Et du coup, ça me permet de parler du deuxième mot qui m'a semblé important, qui a été beaucoup utilisé, c'est celui d'universalité. Donc, universalité à la fois du risque, Benoît l'a dit, riche ou pauvre, là, il n'y avait pas de débat, il n'y a toujours pas de débat aujourd'hui sur le Covid, il peut toucher, encore que les déterminants sociaux jouent un petit peu quand même, mais bon. Universalité de la protection aussi, pour que ça soit juste et efficace, donc juste au sens équitable et efficace au sens le prix accessible. Donc ça, c'était une autre idée très intéressante. Et puis enfin, universalité au sens de l'accès aux droits, de l'effectivité des droits, qui est quelque chose qui est beaucoup venu aussi dans la table ronde. Le troisième mot, c'est celui de responsabilité. Donc, le fait que les dispositifs soient les plus larges, assis sur les populations les plus larges possibles, pose la question du financement, qui a été beaucoup évoqué. Et on voit bien là qu'on a tous les acteurs doivent jouer, à la fois l'État, la négociation contractuelle, qu'elle soit au niveau des branches, qu'elle soit au niveau interprofessionnel, qu'elle soit au niveau des entreprises, les individus eux-mêmes, qui mobilisent éventuellement du patrimoine, de l'épargne ou des protections individuelles. Et donc là aussi, un sujet de débat. Le quatrième mot que j'ai retenu, c'est celui de la prévention, parce qu'en fait, ça me semble être l'une des réponses à la question qui a été posée du financement, pour que le système dans son ensemble soit supportable. Peut-être peut-on travailler sur l'évitement de coûts qui donc passent par des logiques de prévention, donc prévention en termes de sécurité sanitaire pour les salariés dans les entreprises, mais également prévention en termes de prise en charge du capital santé par les individus. Et on le voit à nouveau avec cette crise sanitaire que les conditions de santé des uns des autres créent quand même des très grosses différences. Et puis le cinquième mot, c'est social. Donc, on a parlé du social de RSE, responsabilité sociale longtemps oublié. Voilà, longtemps oublié. Et pourtant, on a parlé de fracture sociale au début de l'échange. Donc, tout l'enjeu de réduire les inégalités qui a été très bien évoqué aussi dans la table ronde. Est-ce que les droits sont liés
au statut professionnel, est-ce qu'ils sont liés à une logique de solidarité et d'universalité. Le social également de partenaires, hein, on a beaucoup parlé de négociation et donc de partenaires sociaux. Et finalement, j'ai envie d'ajouter aussi cette idée de besoins sociaux, parce qu'une des définitions du mutualisme que j'aime beaucoup, c'est le fait de savoir répondre à des besoins sociaux non couverts, émergents, donc à la fois en créant les conditions de la négociation et à la fois de la discussion, et à la fois en créant des dispositifs qui peuvent être ensuite étendus à l'ensemble d'une population. Donc voilà ce qui m'a semblé le plus intéressant pour continuer à réfléchir et à dialoguer. Si on devait se projeter un peu, là les temps sont encore un peu difficiles, voilà, si on devait se projeter dans 5 ou 10 ans, quel serait votre rêve, la situation dans laquelle vous souhaiteriez qu'on soit? Oui, peut-être c'est plutôt 10 ans que 5 ans, parce qu'il me semble que la société et l'ensemble des individus se porteront mieux si, d'une part, on est capable de parler de ces sujets-là collectivement et que ça ne soit pas renvoyé à des sphères personnelles, donc la maladie, la mort, voilà, ce sont des dimensions dont il faut pouvoir parler. Et dont on doit parler d'ailleurs dans les entreprises aujourd'hui, à nouveau du fait de la crise que nous vivons, de la crise sanitaire et économique que nous vivons. Et du coup, que cette capacité à appréhender ces sujets-là rende efficaces des dispositifs. On a entendu parler de compte personnel tout à l'heure, donc un compte personnel de prévoyance dans lequel on pourrait agréger tous les droits que la personne ne connaît pas. Et donc le rêve, ça serait que le réflexe soit devenu... Que le fait de consulter ce compte personnel de prévoyance devienne un réflexe pour tout un chacun lorsqu'un enfant arrive au foyer, lorsqu'on change d'activité professionnelle, quand on devient TNS alors qu'on était salarié, etc. Et que ça ne soit plus un sujet et qu'on sache où on en est et comment continuer à alléger la charge mentale et à rendre possible les parcours de vie surtout, parce que ce dont il s'agit, c'est ça. Merci beaucoup Catherine Trouvray. Merci Cécile. Merci à tous. Merci pour d'avoir suivi cette matinée d'échange. Et je vous donne rendez-vous à tous sur la page LinkedIn dédiée à l'Observatoire et qui vous permettra de continuer le débat. Merci.